Pourquoi, lorsqu'on veut faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « ça n'est pas possible ». Je vois que ça parle à certains. C'est bien. J'ai grandi au Liban. Comme la plupart des enfants de mon âge, mes héros s'appelaient Tom Sawyer, Indiana Jones, Marty McFly. Mais mon passe-temps favori, c'était de collectionner les éclats d'obus, les cartouches de balles et les caisses de munitions. Un jour, j'ai trouvé le Graal, une grenade, encore active. Je sentais bien qu'en la ramenant à la maison, mes parents ne seraient pas vraiment fiers de moi. Autant vous dire, je ne l'ai pas gardé très longtemps. Lorsqu'on est enfant, rien ne nous semble impossible. Un jour, nos parents nous ont annoncé qu'on quittait le Liban pour la France, et par la route. Avec les yeux d'un enfant libanais, la France, c'est carrément une autre planète. C'est pas comme ça que vous voyez la France? Il y a les châteaux de la Loire. Eh bien, je peux vous dire qu'au Liban, à 9 ans, c'était vrai pour moi, mais c'était vrai également pour mes amis, la France, c'est ça. Eh bien, en arrivant en France, mes parents nous avaient offert, et pour la première fois de ma vie, la démonstration qu'une chose parfaitement inconcevable pouvait se produire. Par le plus grand des hasards, on est arrivé en France un 14 juillet. Plus grand des hasards. Mes souvenirs sont un peu flous, mais je me souviens de la promenade des Anglais. À Nice, pour ceux qui ne se situent pas. La foule, le feu d'artifice. C'était la première fois que je voyais un feu d'artifice. Au Liban, bien sûr, on sait fêter dignement un événement. Au Liban, lorsqu'on veut fêter un événement, c'est simple, on tire à la Kalachnikov. Et on apprend le soir qu'il y a eu 2 ou 3 morts suite à des balles perdues. C'est notre bouquet final. Adolescent, j'ai rejoint les scouts. Je me suis retrouvé dans un groupe de sportifs. Ils étaient immenses. Et moi, enfin, c'est au scout où j'ai appris la notion d'effort et de dépassement. Et puis, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de faire d'autres projets. Je me suis lancé dans l'alpinisme. À cette époque, j'étais étudiant. Alors, pour pouvoir faire de l'alpinisme, il fallait que je gagne de l'argent. Je me suis mis à donner des cours de maths. Chaque centime me rapprochait petit à petit de mon objectif. Chaque euro gagné, c'était un peu plus près de mon projet et de mon objectif. On a commencé à m'expliquer que je ne pouvais pas entreprendre un tel projet. Je n'avais aucune expérience. Je ne connaissais rien à la montagne. Je n'étais pas dans la case alpiniste. Alors, j'ai quand même fait un certain nombre de projets. J'ai fait plusieurs ascensions, plusieurs sommets. Bien sûr, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu. En Argentine, par exemple, alors que je tentais l'ascension du plus haut sommet de l'hémisphère sud, qui s'appelle l'Aconcagua, à pratiquement 7000 mètres d'altitude, j'ai dû abandonner à 400 mètres du sommet. 400 mètres. C'est probablement la distance qui vous sépare, vous, ici, de votre voiture sur le parking. 400 mètres après 2 ans de préparation et 15 000 km parcourus. Vous pensez certainement que j'étais déçu. Eh bien, je vais vous dire, en fait, j'étais soulagé. Soulagé pourquoi? Parce que bon nombre de gens m'avaient expliqué que l'alpinisme, ça allait être difficile. J'aurais froid, j'aurais faim, j'aurais peur. Mais personne n'a eu la présence d'esprit de me dire que peut-être partir faire un sommet comme ça à l'autre bout du monde, en pleine période de Noël, pouvait être difficile. Et à l'autre bout du monde, je me suis senti terriblement seul. Mais ça m'a quand même donné envie de continuer. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes projets.
Alors j'ai remonté d'autres projets, d'autres aventures. J'ai entre autres fait un tour du monde à la force humaine. Alors force humaine, ça veut dire quoi? Eh bien c'est simple, enfin pour ainsi dire. J'ai fait la moitié de la Terre à vélo et l'autre moitié avec un kayak et un bateau qui n'avançait qu'en pédalant. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. À nouveau, la plupart des gens, pour pas dire cette fois-ci tout le monde, m'a expliqué que je ne pouvais pas réussir un tel projet. Je n'avais pas le mental. Je ne connaissais rien à la mer. Je n'étais pas dans la case marin. Les objections ont été nombreuses. Il y a même une fois une journaliste qui m'a interpellé. Je vous propose de vous le faire, ça va être plus drôle. Oui, alors on reçoit aujourd'hui Jean-Gabriel Chellala. Jean-Gabriel Chellala, vous envisagez de partir pour un tour du monde extraordinaire. Alors une première question m'arrive là comme ça tout de suite. Mais vous pensez vraiment pouvoir parcourir 33 000 km en n'ayant pas un physique de sportif? Bon. Il faut savoir que c'était une des toutes premières interviews que je faisais. Et honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai pu baragouiner. Je ne pense pas que c'était très audible. Elle m'avait expliqué qu'elle me poserait 2-3 questions assez basiques du genre « Vous allez manger quoi? Vous allez dormir combien de temps ?» Bon. Comme si finalement, le nombre de kilomètres devait être proportionnel à la taille des cuisses. Eh bien, vous savez quoi? Pas à pas, j'ai monté mon projet. Et pas à pas, j'ai réussi à boucler mon tour du monde après 33 000 km et 17 mois d'expédition. Alors évidemment, ça n'a pas été vraiment toujours très simple. Tout le monde regarde l'hélicoptère, je suppose, mais personne n'a remarqué le petit point jaune. Je vois que tout le monde suit, c'est bien. Le petit point jaune, c'est moi qui tape une brasse. On est en mer de Bering. Je dis bien la mer de Bering et non pas le détroit, tout le monde connaît le détroit. La mer de Bering, c'est entre l'Alaska et la Sibérie. J'envisage de rejoindre de l'Alaska, enfin je prévois de rejoindre la Sibérie à partir de l'Alaska en kayak. 400 km. Au milieu, une île, toute petite île. Ça fait 6 jours que je navigue. Je prévois d'arriver sur l'île d'ici quelques heures. Il fait beau, il fait bon, tout va bien, j'ai un petit vent de 15 nœuds. D'un coup, le vent se lève. 20, 30, 40 nœuds, en l'espace de 1 heure peut-être. Je me retrouve enfermé dans mon kayak, dans des creux de 5 à 6 mètres. Le vent souffle, ça tape dans tous les sens. Mon kayak, pour situer, c'est un espace de vide 50 cm de large, 36 cm de haut, 1,90 m de long. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est la dimension d'un cercueil, ton truc? Pas faux. C'est moins capitonné, mais pas faux. Eh bien, je décide de résister. Je décide de rester dedans, de m'enfermer, d'attendre. Il faut savoir que le kayak fait 50 kg. J'ai 50 kg de matériel et 50 kg de vivres, enfin bref, 50 kg. Et à cette époque-là, je faisais à peu près 50 kg. Donc ma position dans le kayak est cruciale. Il faut que je reste allongé au fond du kayak, les mains comme ça, pour éviter que le kayak se retourne. Parce que si jamais le kayak se retourne, et j'ai une chance, je finis au fond de l'eau avec les poissons. L'eau est à 2 degrés, hein. C'est l'Alaska. Je résiste comme ça pendant 36 heures. Au bout de 36 heures, je suis obligé d'appeler les gardes-côtes. Il faut savoir que cette décision, elle vous paraît évidente, peut-être, a été une des décisions les plus difficiles de toute ma vie. Parce qu'au moment où j'appelle les gardes-côtes, c'est tout mon projet que je laisse derrière moi. Je ne cours pas après la gloire, ni une coupe, je ne fais pas une compétition, je n'ai pas un chèque à l'arrivée. Mais ça fait des années que je travaille sur ce projet. Ce projet a donné un sens à ma vie. Quand je me retrouve tout seul et que j'appelle les gardes-côtes, c'est mon projet que je laisse tomber. Cette décision a été une des plus difficiles de toute ma vie. Pour autant, je pense que si l'hélicoptère avait mis 1 heure de plus pour venir me chercher, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est le cas de le dire. Eh bien, après 17 mois d'expédition, j'ai rejoint la France. Et j'ai créé une entreprise.
Depuis 6 ans, je me consacre au développement de cette entreprise-là. J'ai la chance d'avoir 2 enfants formidables que j'emmène tous les matins ou presque à l'école. Et même si l'envie de faire des projets est restée intacte, eh bien aujourd'hui, je suis concentré là-dessus. Mais petit à petit, j'entreprends de nouveaux projets d'aventure. On est entre nous. Vous êtes plutôt un public formidable. Je peux vous le dire, j'envisage de faire le Vendée Globe. Merci, c'est gentil, je prends, hein, mais on va attendre quand même d'y arriver. Ceci étant, je sens déjà dans la foule, et je vous ai vu, vous, madame, sourire. Je sens déjà dans la foule qu'il y en a certains qui se disent « mais il ne peut pas y arriver, il ne connaît rien à la voile, il n'a pas d'expérience, il n'est pas dans la case grand marin ou dans la case breton, il n'a pas le physique de Kersozon. » Enfin, vous remarquerez que je ne suis pas très loin de celui d'Ellen MacArthur. J'ai peut-être mes chances. Vous savez quoi? J'en sais rien. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas. Et au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que les succès sont des catalyseurs et les échecs des opportunités. Rien d'autre. En revanche, si je veux être certain d'avancer dans la bonne direction, être certain de mes choix, il faut que ces choix soient guidés par mes envies et non mes chances de succès. Je ne sais pas si j'y arriverai. Et après tout, ça m'est complètement égal. Parce que si vous voulez être certain d'avancer dans la bonne direction, vos choix doivent être guidés par vos envies. Alors voilà, si j'ai une idée simple à partager avec vous, arrêtez de vous poser 36 000 questions. L'impossible est tout sauf impensable. Alors allez-y.